le seul constituant, c'est le peuple souverain. Et je crois qu'il faut bien retenir cette définition. La Constitution de la Ve République, dans son titre premier, qui s'intitule « De la souveraineté », a un article 3 que je vais vous lire, qui est très court. « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. » Ce qui veut dire que pour faire rentrer l'Union européenne, les traités européens, il a fallu modifier la Constitution. Et pour modifier la Constitution, il y a eu le titre 15, qui s'appelle d'ailleurs de l'Union européenne, qui comprend faussement un article, c'est l'article 88. Cet article 88, en fait, va de l'article 88-1 jusqu'à l'article 88-7. Donc, cet article se termine en disant que le traité de Lisbonne est à valeur constitutionnelle dans la République française. Ce qui veut dire que la Cour de justice de l'Union européenne et la Cour européenne des droits de l'homme ont tout à fait compétence sur l'ensemble des juridictions françaises. Donc, si on veut le Frexit, j'allais dire l'acte juridique, c'est l'abrogation de ce titre 15 de la Constitution. Mais il y a d'autres dispositions qui viennent contre la souveraineté du peuple français. Je prends l'article 53.2 qui donne juridiction au tribunal pénal international en France. Or, le tribunal pénal international, on peut être pour, on peut être contre, hein, ce n'est pas le problème. Mais il y a au moins 3 pays importants qui ont refusé de signer le traité qui l'institue. Ces pays sont les États-Unis, la Chine, la Russie. Je pense qu'il faut sortir du tribunal pénal international, puisque ce tribunal pénal international ne recueille pas les assentiments nécessaires. D'autre part, il faut exclure de la Constitution tout ce qui n'a rien à faire avec l'organisation des pouvoirs publics. Je prends par exemple l'article 66-1, ainsi formulé, « Nul ne peut être condamné à la peine de mort ». On peut être pour, on peut être contre la peine de mort, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que ça n'a rien à faire dans la Constitution. De même, lorsque Mélenchon dit qu'il faut mettre le droit à l'avortement dans la Constitution, ça n'a rien à faire dans la Constitution. On peut être pour, c'est tout à fait un autre problème, ça relève de la loi et il ne faut pas tout mettre dans la Constitution parce que sinon ça devient un fatras incompréhensible. Or, justement, une Constitution doit être simple, compréhensible, économe de mots et, je veux dire, on n'a pas besoin tout le temps de la modifier. La Constitution française qui a été le plus difficile à modifier, c'était la Constitution du Directoire. Vous voyez, il y a longtemps, certes, mais ça s'est terminé le 18 Brumaire parce qu'on n'arrivait pas à modifier et que ça ne correspondait plus. La Constitution de la Ve République peut être modifiée par l'article 89 de la Constitution. L'article 89 prévoit qu'une réforme de la Constitution doit être proposée soit par le président de la République, soit par un certain nombre de parlementaires. Et ensuite, la réforme doit être votée dans les mêmes termes par l'Assemblée nationale et par le Sénat. Et puis, à ce moment-là, et puis, par un référendum. Et puis, le président de la République peut éventuellement, au lieu du référendum, convoquer le Congrès où on réunit à la fois l'Assemblée nationale et le Sénat, et la réforme doit être votée au 3/5 des membres du Congrès. Quand on lit bien cet article 89, ça veut dire que seules des petites réformes doivent passer par le Congrès. Je prendrai une petite réforme qui a été de 1963, qui modifiait les dates des sessions parlementaires. Bien évidemment, on n'allait pas convoquer le corps électoral pour savoir si l'Assemblée nationale devait siéger le premier lundi d'octobre ou le deuxième mardi qui suivait le premier lundi. Je veux dire, voilà, tout ça n'a... Mais la Constitution a été modifiée 24 fois depuis 1958. Trois de ces modifications sont importantes.
La première, en 1962, l'élection du président de la République au suffrage universel. La deuxième, en 2000, lorsqu'on est passé du septennat au quinquennat. Et la troisième, en 2008, avec l'introduction de ce titre 15 sur l'Union européenne, dont je vous ai déjà parlé. Sur ces trois réformes importantes, une seule a été conforme à l'article 89 de la Constitution. C'est celle de 2000, où on est passé du septennat au quinquennat. En revanche, l'élection du président de la République au suffrage universel en 1962 a été instaurée en violation directe, formidable de la Constitution. Le général de Gaulle s'est appuyé sur l'article 11, qui n'était pas fait pour réformer la Constitution. Le peuple français a voté très largement cette réforme, et je dois dire que en dehors beaucoup de juristes sourcilleux ont dit c'est pas possible, c'est pas possible. Mais mon bon maître de l'époque, où j'étais étudiant, qui s'appelait Georges Bedel, disait de toute façon c'est le peuple qui est constituant, il a approuvé largement cette réforme, donc cette réforme est constitutionnelle. La réforme de 2008 de Nicolas Sarkozy, introduisant le titre 15 de l'Union européenne dans la Constitution, cette réforme, effectivement, formellement respecte la Constitution, mais ne respecte pas l'esprit de l'article 89, car c'est une réforme importante qui aurait dû être soumise à référendum, d'autant plus qu'il y avait eu un référendum le 29 mai 2005, qui, le peuple français, avait rejeté majoritairement ce traité de Lisbonne. L'argument avancé par Sarkozy et par les sarkozystes, c'était de dire oui, mais c'était dans le programme du président de la République, ce qui est tout à fait exact. C'était dans son programme, je ferai adopter le traité de Lisbonne. Mais ce n'est pas parce qu'une disposition est dans le programme du président qu'elle ne doit pas être soumise néanmoins au suffrage universel, comme toute disposition. Sinon, évidemment, on arrive un peu à n'importe quoi. Mais devrait pouvoir modifier proposer des modifications de la Constitution, non seulement le président de la République, non seulement un certain nombre de parlementaires, mais aussi le peuple français lui-même. Et c'est là où il est nécessaire d'instituer le référendum d'initiative populaire. A été institué toujours par Nicolas Sarkozy un référendum d'initiative partagée. Soyons sérieux, c'est se moquer du monde, vous ignorez les modalités, tout ça ne peut pas être mis réellement en application. Alors, je ne prendrai pas beaucoup d'exemples, et notamment pas la Suisse, parce que la Suisse c'est un peu particulier, mais je prendrai un pays comparable à la France et l'Italie, où le référendum d'initiative populaire existe dans la Constitution depuis la Constitution républicaine qui est de 1947. Ceci dit, les lois qui étaient nécessaires n'ont été votées qu'en 1970. Ce que prévoit, il faut la signature, dit la Constitution italienne, de 500 000 citoyens. C'est un peu la proposition que nous faisons. 500 000 citoyens en 1947 en Italie, ça correspondait en gros à 2% du corps électoral. Aujourd'hui, 500 000 citoyens, ça correspond à peu près à 1% du corps électoral. Est-ce qu'il faut mettre un chiffre brut, comme nous le proposons d'ailleurs, nous, en France, 500 000 signatures, est-ce qu'il faut mettre un pourcentage qui serait 1%? Bon, moi, je suis plutôt favorable à mettre un pourcentage, mais je ne pense pas que ça soit une question fondamentale. En revanche, oui, il faut mettre dans la Constitution la possibilité d'un référendum d'initiative populaire. Autre problème, une Constitution doit-elle comprendre des grands principes? La Constitution des États-Unis de 1787 prévoit que tout ce qui n'est pas formellement attribué à l'État fédéral revient aux États fédérés, c'est-à-dire à l'époque les 13 colonies qui sont devenues les 13 États et aujourd'hui les 50 États. Pour avoir des législations qui aient un minimum qui soient un minimum cohérentes et pas trop distinctes les unes des autres, en 1791 ont été votés 10 amendements
à la Constitution des États-Unis, c'est les 10 premiers amendements qui donnent le cadre dans lequel les législations des États fédérés doivent se prononcer. La Cour suprême des États-Unis, en 1806, a étendu son contrôle non seulement aux lois des États fédérés, mais même aux lois de l'État fédéral, d'où ce contrôle de constitutionnalité, avec évidemment le problème que ça pose. Par exemple, le 8e amendement dit « Il ne pourra être infligé de peine cruelle et d'un genre inaccoutumé ». Ce qui fait que la Cour suprême des États-Unis, alors évidemment au cours de 2 siècles, à certains moments a considéré que la peine de mort était une peine cruelle et inaccoutumée, et donc l'a déclarée anticonstitutionnelle. À d'autres moments, l'a déclarée constitutionnelle. À d'autres moments, a dit ça dépend des États, ça revient à chaque État de décider que. Donc, on voit bien déjà le problème que peut poser ce type de disposition très générale. Le préambule de la Constitution de 1958 en France dispose, et je vais vous lire, excusez-moi de vous le lire, mais c'est important, le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004. Jusqu'au 16 juillet 1971, le Conseil constitutionnel n'a pas donné suite à ces dispositions. Et puis, sur une loi concernant les associations, le droit d'association, le 16 juillet 1971, au nom d'une théorie dite du bloc de constitutionnalité, s'est arrogé le droit de vérifier la conformité des lois votées par le Parlement à ces textes dits, c'est-à-dire la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le préambule de 1946, auquel Chirac a rajouté en 2004 la Charte de l'environnement. Ce n'est pas tombé par hasard. J'ai bien dit 16 juillet 1971. Or, en juin 1971, avait eu lieu le congrès d'Épinay. Le congrès d'Épinay, où du Parti socialiste, François Mitterrand avait été élu premier secrétaire, avec comme stratégie une alliance avec le Parti communiste. Et d'ailleurs, en juin 1972, était signé le programme commun entre le Parti socialiste et le Parti communiste. Donc, il y avait certains ont considéré qu'il pouvait y avoir un danger. Et lorsque Valéry Giscard d'Estaing a été élu en 1974 président de la République, il a tout fait de développer les possibilités de saisine du Conseil constitutionnel. Jusqu'alors, seul le président de la République, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale et le Premier ministre pouvaient saisir le Conseil constitutionnel. Avec la réforme constitutionnelle de Valéry Giscard d'Estaing, 60 députés ou 60 sénateurs pouvaient saisir le Conseil constitutionnel. Et ce qui donnait évidemment un droit à l'opposition, 60 députés ou 60 sénateurs, on pouvait toujours penser que l'opposition les aurait, leur donner un droit de contrôle. Et comme le mode de nomination des membres du Conseil constitutionnel est tel qu'il y a toujours un temps de retard par rapport aux majorités parlementaires et à la majorité présidentielle, le Conseil constitutionnel est devenu une sorte de bombe à retardement au sein des institutions. Et d'ailleurs, par exemple, en 1982, le Conseil constitutionnel a censuré toute une partie des lois dites de nationalisation. Mais ce n'est pas fini. Dans son fantasme américain, Nicolas Sarkozy a imposé la question prioritaire de nationalité. Alors, à la suite d'une procédure complexe, n'importe quel justiciable peut effectivement
finir par saisir le Conseil constitutionnel. Ce qui pose toujours ce problème de retardement, ce qui pose aussi le problème de rétroactivité, puisque une loi qui a été promulguée peut, des mois, voire des années après, être déclarée anticonstitutionnelle. Mais je prendrai qu'un seul exemple. La réponse du Conseil constitutionnel à une question prioritaire de constitutionnalité en date du 6 juillet 2018. Je lis. Il découle du principe de fraternité, la liberté d'aider autrui dans un but humanitaire, sans considération de la régularité de son séjour sur le territoire national. C'est-à-dire que le terme de fraternité, qui appartient à la devise de la République, qui ne figure pas d'ailleurs dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il y a liberté, il y a égalité en droit, mais il n'y a pas fraternité. Et je ne vais pas ici faire l'histoire de comment la fraternité a été introduite dans la devise de la République. Je dirais simplement, c'est très beau, la fraternité, c'est très beau. Seulement, si vous regardez les deux éléments fondateurs de la culture française, c'est-à-dire Rome ou la Bible, ou les deux d'ailleurs, que vous voulez, les deux commencent par un fratricide. Romulus tue Rémus, Caïn tue Abel. Donc, le terme de fraternité, comme la plupart de ces termes, y compris liberté, y compris égalité, la plupart de ces termes, vous pouvez les tordre et leur faire dire ce que vous voulez. Et donc, il faut que ça soit la loi qui le dise, il faut que ça soit le peuple qui dise la fraternité, c'est ça. C'est comme ça que nous concevons. Mais ce n'est pas à une instance, aussi respectable soit-elle par ailleurs, qui à définir ce qui doit être des termes aussi vagues et aussi génériques que fraternité. Et là encore, si le Parlement vote une loi qui nous déplaît, eh bien, il faut qu'il y ait une possibilité de référendum d'initiative populaire. Et je reprendrai la formule du général de Gaulle, en France, la Cour suprême, c'est le peuple. Là encore, donc il faut prévoir. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas, par des lois organiques, c'est-à-dire par des lois qui soient un peu plus difficiles à voter et un peu plus difficiles à modifier, et a fortiori à abroger, définir un certain nombre de choses, un certain nombre de termes. Par exemple, l'article 1er de la Constitution de 1958 dit « La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale ». Je pense qu'il serait nécessaire qu'une loi organique permette de définir un peu mieux chacun de ces termes. Et c'est important parce que la République, ce n'est pas seulement un système institutionnel. Pour faire court, je dirais, la République, ce n'est pas l'Élysée contre Buckingham. C'est l'aspect institutionnel important, mais il est secondaire. Et il est d'autant plus secondaire que, au fond, le président de la République, dans la Ve République, est un oxymore institutionnel. Il est élu au suffrage universel, mais une fois élu, il doit avoir donc, pour être élu, il doit avoir le soutien d'un camp politique. Et une fois élu, il faut qu'il soit le président de tous les Français. Et c'est si vrai qu'on parle de majorité présidentielle, mais on ne parle pas d'opposition présidentielle, on parle d'une opposition parlementaire. Il y a bien donc un statut spécial du président de la République. Lorsque Mélenchon dit c'est un monarque, il a raison. Le président de la République est un monarque. C'est ce que veulent les Français. Ils veulent un roi, mais ils veulent le choisir eux-mêmes à échéance régulière. Alors, le problème ensuite, c'est de savoir si c'est tous les 5 ans ou tous les 7 ans. C'est un autre problème. Mais les Français veulent le choisir. Alors la gauche, en France, a toujours été contre l'élection du président de la République au suffrage universel parce que il y avait un vieux souvenir. Le 10 décembre 1848, au suffrage universel, avait été élu comme président de la République Louis-Napoléon Bonaparte, celui qui est devenu par la suite, par ses coups d'État, le Napoléon III. Donc il y a
Mais voilà, mais c'est pas parce qu'il y a ce mauvais souvenir historique que on doit revenir sur l'élection du président de la République au suffrage universel. Et comme le disait le général de Gaulle, si on élit un président de la République au suffrage universel, c'est pas pour qu'il inaugure les chrysanthèmes, c'est bien pour qu'il exerce le pouvoir. Donc voilà, est-ce qu'il ne faut pas revenir au septennat? Certainement. Pourquoi revenir au septennat? Parce qu'il faut donner justement au président de la République un certain détachement sur le quotidien et, et lui permettre de penser à long terme. La grande crainte qui autrefois, je veux dire quand j'étais étudiant, il y a très longtemps, c'était la crainte d'une opposition entre le président de la République et une majorité parlementaire, ce qu'on appelait la cohabitation. Depuis, on a eu 3 cohabitations. On a eu la cohabitation entre François Mitterrand et Jacques Chirac, entre François Mitterrand et Édouard Balladur, entre Jacques Chirac et Lionel Jospin. Ces cohabitations, c'est pas idéal, hein, je ne dirais pas que c'est idéal, mais se sont relativement bien passées. Il est vrai que les 2 deuxièmes cohabitations étaient après le traité de Maastricht, à laquelle l'ensemble, président de la République, Premier ministre de l'époque, l'ensemble avait voté oui au traité de Maastricht, ce qui était beaucoup moins vrai évidemment pour la première cohabitation. Arrivons au Parlement. Faut-il supprimer le Sénat? Le Sénat, tel qu'il existe aujourd'hui, a montré son inutilité. L'article 24 de la Constitution dit « Le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales de la République ». Très bien. Mais alors, pourquoi le Sénat a accepté la loi de non-cumul entre le mandat de sénateur et un mandat d'exécutif local, que ce soit président du conseil départemental ou que ce soit maire? S'il est représentant des collectivités territoriales, au contraire, ce devrait être plutôt des chefs d'exécutifs territoriaux qui composent le Sénat. Alors, Florian souvent dit qu'il faut supprimer le Sénat. Je ne suis pas contre, mais je serais plutôt en même temps favorable à en faire, si vous voulez, à ce que, par exemple, tous les présidents des conseils départementaux, voire les maires des grandes agglomérations, soient d'office sénateurs. Pourquoi? Parce qu'il faut que ces élus locaux aient en même temps une vision nationale. Sinon, ils vont être sur leur précaré, sur leurs petits problèmes, tout à fait légitimes, hein, tout à fait intéressants, mais il faut qu'en même temps, qu'ils voient la dimension nationale des problèmes qu'ils ont à traiter. Mon expérience, et je ne citerai pas de nom, mon expérience, pour avoir travaillé avec des hommes politiques, je pense que le cumul des deux est tout à fait nécessaire. J'en connais un, s'il avait été maire d'une ville que je ne citerai pas, il aurait décollé très très haut dans la stratosphère de façon intéressante. Il y a un autre, s'il n'avait pas été député, je pense que la commune dont il était le responsable, les trottoirs auraient été parfaits, mais voilà, ça aurait été un peu limité. L'Assemblée nationale, dans la Constitution, le mode de scrutin n'est pas prévu dans la Constitution. Le général de Gaulle était assez indifférent au mode de scrutin, il pensait que c'était quelque chose qui devait être changé. Je pense qu'il est nécessaire d'avoir un scrutin à la proportionnelle, que le meilleur, c'est la proportionnelle départementale, telle qu'elle a pu exister soit sous la 4e République, soit en 1986, qui donne mathématiquement pour les listes arrivées, pour les partis arrivés en tête, qui donne mathématiquement une petite prime, mais sans écraser néanmoins l'opposition. Si. Donc ça me semble important que l'opposition puisse un peu exister.
je ne vais pas ici défendre le Rassemblement national, mais c'est quand même scandaleux que, compte tenu de ces pourcentages, que ce soit l'élection présidentielle ou aux élections législatives, et qui n'est que des députés. Je veux dire, c'est voilà, c'est pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Et alors que le Parti communiste a 15 députés, bon, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. D'autre part, je pense qu'il faut limiter les contraintes du suffrage universel. Par exemple, tout ce qui concerne la parité n'a pas de sens. Le peuple est suffisamment grand. S'il veut lire des hommes, il lit des hommes. S'il veut lire des femmes, il veut lire des femmes. S'il veut lire des listes paritaires, les partis pourraient présenter des listes paritaires. Les partis sont libres de le faire. Mais il ne faut pas mettre de contraintes. Et puis, si vous commencez à mettre ce type de contraintes à partir du sexe, pourquoi mettre à partir des origines ethniques, à partir de la religion? On ne sait plus où on s'arrête. Il n'y a pas de, et on voit bien ce qui se passe aux États-Unis. On voit bien que qu'il faut éviter tout ce type de contraintes. Et bien évidemment, que les députés aient des mandats locaux me semble alors ça ne doit pas être une obligation, mais il me semble tout à fait une bonne chose. Je pense qu'un des problèmes de la majorité parlementaire aujourd'hui, c'est que les députés n'ont pas de mandats locaux et donc sont détachés des problèmes quotidiens. Et là encore, non seulement il faut un référendum d'initiative populaire face à toutes les lois que pourrait prendre le Parlement, mais il faut aussi qu'une loi adoptée par référendum ne puisse être abrogée, voire modifiée que par référendum. C'est-à-dire, il ne faut pas que le référendum tel que nous l'avons voté le 29 mai 2005 puisse être abrogé en catimini par le Congrès à Versailles le 4 février 2008. Reste un problème un peu complexe sur lequel qui est l'article 55 de la Constitution, qui prévoit que tout traité est supérieur à toute loi, non seulement votée avant la ratification du dit traité, mais toute loi votée après la ratification du dit traité. C'est à partir de cet article 55 que s'est développé ce qu'on appelle le droit dérivé, c'est-à-dire le fait que les décisions de l'Union européenne s'imposent au droit français, s'imposent aux juridictions françaises, sans avoir été votées pour autant par le Parlement français. J'arrive ici à un point qui est sûrement l'un des plus délicats de la Constitution, qui est celui de l'autorité judiciaire. La Constitution, dans son titre 8, parle donc d'autorité judiciaire. Je remarque qu'on ne parle pas ni de pouvoir exécutif, ni de pouvoir législatif. On parle du président de la République, du gouvernement, du Parlement, mais les termes pouvoir exécutif et pouvoir législatif n'existent pas dans la Constitution. Il existe celui d'autorité judiciaire. Et il est dit que l'autorité judiciaire doit être indépendante. C'est problématique. C'est problématique parce que celui qui doit être indépendant, c'est le juge. Il doit être indépendant pour qu'il prenne sa décision avec intelligence et discernement, mais dans le respect de la loi. Donc, ce n'est pas l'autorité judiciaire en elle-même qui doit être indépendante, c'est le juge, que le juge soit un individu dans quelques endroits, ou que ce soit un collège, ça peu importe, c'est secondaire. Mais je crois que, et là se pose évidemment cette chose très qui est la composition et les pouvoirs du Conseil supérieur de la magistrature. Conseil supérieur de la magistrature, je vous passe les détails parce que, en plus, ça a été modifié plusieurs fois, mais aujourd'hui est composé de magistrats élus par les magistrats, qui certes sont minoritaires par rapport
à des personnalités qualifiées indépendantes qui sont juste majoritaires. Et c'est eux qui jugent, qui éventuellement sanctionnent les magistrats qui auraient commis des fautes et qui s'occupent de la promotion des magistrats. Ce qui pose quand même un problème, c'est que dans un organe constitutionnel, il y a deux catégories de citoyens. Il y a les citoyens qui élisent, qui sont tous les magistrats en activité, et puis il y a les citoyens qui en sont écartés, c'est-à-dire nous tous, sauf s'il y a des magistrats qui m'écoutent en ce moment. Alors, il y avait une vieille revendication des républicains au XIXe siècle qui était d'élire les juges. Je suis, en ce qui me concerne, tout à fait opposé à l'élection des juges au suffrage universel. Ça politiserait, mais au sens le plus trivial du terme, l'exercice de la justice. Et puis, ça pourrait conduire à des applications très différenciées suivant les endroits, suivant les penchants politiques de telle ou telle région de la loi. Donc, il faut trouver, alors on peut en discuter, hein, j'ai pas de formule magique, mais il faut trouver un système qui permette à la fois aux juges d'être indépendants, et ça c'est tout à fait indispensable, et en même temps de s'assurer que le juge, dans ses décisions, pas dans chaque décision, mais dans l'ensemble de ses décisions, respecte bien la loi. Voilà. Alors, je vous donne, parce que le Conseil supérieur de la magistrature, en 1958, était composé du président de la République, du garde des Sceaux, et de 9 membres désignés par le chef de l'État, 2 étant des personnalités qualifiées et 9 sur la proposition, et les autres sur la proposition de la Cour de cassation. Voilà. Donc c'était un organe nommé. C'était peut-être excessif, mais le système actuel me semble gros de dérives. La loi elle-même, évidemment, doit être la même sur tout le territoire national. Je vous rappelle que la République est indivisible. Alors, je sais bien que dans le même article, il a été ajouté que son organisation est décentralisée, ce qui me semble un peu contradictoire. La décentralisation est quand même, je pense, une grave erreur. Ça conduit dans les collectivités locales, que ce soit les régions, les départements, même les communes, enfin, au moins les grandes communes, à la confusion entre le pouvoir exécutif et le pouvoir délibératif. Donc, ça favorise l'entre-soi des notables, ça favorise le gaspillage et, allons, jusqu'à la corruption. De toute façon, il faudra supprimer les régions qui ne servent à rien. Je pense que celui qui a montré que les régions sont totalement artificielles, c'est François Hollande. François Hollande, un jour, a décidé qu'il y avait 22 régions en France métropolitaine. Un jour, il a décidé de les réduire au nombre de 13. Pourquoi? Pour une raison très simple. Il y en avait 2 qui risquaient de passer au Front National. La Picardie et éventuellement la Franche-Comté. Donc, il a fallu, pour que ça ne soit pas trop grossier, mais faire cette réforme. Et donc, il a montré que les régions n'étaient pas, n'avaient pas beaucoup de fondements. Et puis, il faudra évidemment mettre fin aux millefeuilles et revenir aux communes. Ce qui ne veut pas dire que les communes et revenir à ce qui existait, c'est-à-dire les syndicats intercommunaux, y compris à vocation multiple, pareil d'ailleurs pour des syndicats départementaux, y compris à vocation multiple.
Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas ici ou là faire des modifications, hein. Je veux dire, le découpage départemental qui a été assez bon, hein, puisque, en fait, quand on regarde, souvent, il remontait très haut et jusqu'à l'Antiquité. Mais ce découpage départemental date que je ne dise pas de bêtises, de fin 1789, début 1790, en dehors de la région Île-de-France. Bon, il y a évidemment l'urbanisation fait qu'ici ou là, il faut faire des modifications. Mais c'est un peu secondaire. On peut supprimer le Conseil économique, social et environnemental, il ne sert à rien, sauf, à remplir les armoires de rapports, parfois tout à fait intéressants et pertinents, mais que personne ne lit. On peut supprimer la défenseur ou le défenseur des droits. Là encore, c'est une réforme Sarkozy. Il y a une quarantaine d'années, 45 ans, avait été créé le médiateur de la République, qui était une bonne initiative. C'est-à-dire, on essayait de régler les problèmes avant de passer au contentieux administratif. Et je pense qu'il faut revenir à un système de médiation, mais on n'a pas besoin d'avoir un organe constitutionnel. Et je terminerai en disant qu'en revanche, il faudra sûrement rajouter un certain nombre de dispositions pour dire ce que doit être l'État stratège. C'est une bonne, très jolie formule qui me semble tout à fait pertinente, mais là aussi, il faut dire ce que c'est. Alors, on peut s'inspirer à la fois du préambule de la Constitution de 1946, on peut s'inspirer du programme du CNR, en l'actualisant, ça va de soi. Je pense qu'il faut revenir à ce plan que le général de Gaulle qualifiait d'ardent d'obligation, qui en fait, le plan tel qu'il existait en France, qui n'avait rien à voir avec le gros plan soviétique. Ce plan était une étude généralisée de marché qui obligeait un peu la puissance publique, non seulement l'État, mais aussi les collectivités territoriales et les entreprises publiques, et qui donnait des perspectives à 5 ans au secteur privé. Et puis revenir à ce qui, au, au caractère public des monopoles naturels. Quand on voit l'augmentation du prix de l'électricité devait baisser parce que mis sur le marché par la concurrence. Vous voyez ce qui se passe. Donc il faut revenir à des choses raisonnables, de même les services publics, de même un certain nombre d'activités qui sont industrielles, qui sont nécessaires à la cohésion nationale ou à la souveraineté nationale. Je pense aux industries de défense, je pense à l'industrie pharmaceutique. Et puis, il faut que les banques, les compagnies d'assurance, c'est-à-dire les gens qui ont des capitaux, puissent utiliser les capitaux pour investir dans l'économie et non pas pour la spéculation et l'agiotage. Je vous propose donc que l'on mette un terme. Je remercie en votre nom à tous très très chaleureusement Bertrand Dutheil de La Rochère pour son lumineux exposé et pour toutes les questions qu'il soulève. Je vous rappelle que les conférences, la partie conférence, donc sans les questions, sont désormais publiées quelques jours après la tenue de la formation. Vous les retrouverez sur le site externalisé du pôle d'expertise des Patriotes à l'adresse www.souverainisme.fr sous la rubrique ou dans la rubrique événements. C'était donc ce soir la dernière conférence formation de l'année 2021. Nous reprendrons bien entendu notre cycle de formation à la rentrée prochaine. Et la première formation par laquelle nous devrions débuter en janvier, eh bien, je cumulerai les fonctions et abandonnerai l'administration du système que nous utilisons, le système Zoom, puisque c'est moi-même qui la dispenserai. Il s'agira d'une formation, d'une conférence formation sur les questions d'enseignement et d'éducation. Voilà, merci beaucoup à tous. Grand merci à Bertrand une fois encore.
Je vous souhaite donc une très très bonne soirée. Et vous dis Merci, merci. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Oui, merci beaucoup. Super. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir, monsieur. Merci. Au revoir à tous. Merci, au revoir. Vive les beaucoup. patriotes. Oui.